Bonjour à toutes et à tous. Avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai une version rapide de l'épisode. Comme vous savez peut-être déjà, j'étais en voyage pendant plusieurs semaines. J'ai fait Paris-Istanbul sans avion, aller-retour, et ça y est, je suis rentrée en France. C'était une super expérience, j'ai voyagé dans plein d'endroits, j'ai rencontré plein de belles personnes, et pour celles et ceux qui veulent voir en détail mon voyage, j'ai mis plusieurs stories à la une sur mon compte Instagram. Alors, en anglais, je ne sais pas trop comment vous dites story à la une. J'imagine que c'est quelque chose comme highlight stories. Donc, j'ai mis plusieurs stories à la une sur mon compte Instagram. Vous pouvez trouver le lien dans la description de l'épisode. Et quand j'étais à Athènes, j'ai fait un épisode où je vous ai raconté comment les Grecs avaient colonisé le sud de la France et avaient fondé plusieurs villes autour de la Méditerranée, comme Massalia, aujourd'hui Marseille, ou encore Nikéa, aujourd'hui Nice. Et au dernier épisode, on a parlé de l'histoire de la langue française. On a parlé des origines de la langue française. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui regroupe ces deux thématiques. Donc vous voyez, dans regrouper, on reconnaît le mot groupe, un groupe. Regrouper, donc c'est mettre en groupe, c'est mettre ensemble, rassembler, regrouper. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui regroupe ces deux thématiques. On va parler de l'influence de la langue grecque sur la langue française. Alors, vous connaissez sûrement, probablement, ces mots français. Symétrie, dialogue, cinéma, aéroport, sympathie ou encore géométrie. Mais est-ce que vous savez que tous ces mots et beaucoup d'autres viennent du grec? Et donc pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de mots français qui viennent du grec? Alors, d'abord, quand je dis grec, c'est pas tout à fait correct. C'est pas complètement correct ou c'est pas tout à fait correct. En réalité, c'est grec ancien. Et oui, c'est important de comprendre qu'il y a deux types de grec. Le grec ancien et le grec moderne. Le grec moderne, c'est le grec qu'on parle aujourd'hui en Grèce. Donc c'est une langue vivante. À l'inverse, le grec ancien, c'est une langue morte. Aujourd'hui, on ne parle pas le grec ancien. Donc vous voyez, on dit une langue vivante, une langue morte. Les langues vivantes, c'est les langues qu'on parle encore aujourd'hui. Par exemple, le français, c'est une langue vivante. Le grec moderne, c'est une langue vivante. On parlait donc le grec ancien pendant la Grèce antique. Par exemple, l'Iliade et l'Odyssée de Homère ont été écrits en grec ancien. Donc, comme je disais, quand on dit que beaucoup de mots de la langue française viennent du grec, ils viennent du grec ancien. Et on estime qu'environ 10% de la langue française vient du grec ancien. La dernière fois, je vous ai expliqué c'est quoi l'étymologie d'un mot. Et donc, par exemple, on va voir l'étymologie du mot philosophie. Pour rappel, donc, l'étymologie, c'est l'origine d'un mot. Et le mot philosophie, il vient donc du grec ancien, philosophia. Philéo, ça veut dire aimer, et sophia, c'est la sagesse. Donc, philosophia ou philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Est-ce que vous comprenez la sagesse? Avoir de la sagesse, c'est être sage. Sage, en anglais, c'est wise. Donc, vous comprenez, c'est quoi la sagesse? Et donc, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Et alors, comment expliquer cette influence du grec ancien sur le français? Déjà, comme je vous disais, autour de la Méditerranée, les villes de Marseille, Nice, Monaco et beaucoup d'autres villes ont été fondées par les Grecs. Donc, comme vous pouvez imaginer, les Grecs ont eu beaucoup d'influence sur ces territoires. Et il y a une autre raison. La dernière fois, on a vu comment la Gaule a été envahie par les Romains. Eh bien, les Grecs ont aussi été envahis par les Romains. Il y a eu une longue période de domination des Romains en Grèce.
Pendant cette longue occupation, les deux cultures se sont beaucoup influencées mutuellement. C'est pour ça qu'on parle de la culture gréco-romaine. Et les langues se sont également beaucoup influencées mutuellement. Et le latin a emprunté beaucoup de mots du grec ancien. Emprunter, c'est quand on prend quelque chose à quelqu'un. En anglais, on dit to borrow. Et là, dans ce contexte, donc, on comprend que le latin a pris beaucoup de mots du grec ancien. Donc, on peut dire le latin a emprunté beaucoup de mots du grec ancien. Donc, le grec a influencé le latin et le français vient du latin, comme on a vu la semaine dernière. Donc, indirectement, le français vient un peu du grec aussi. Et plus tard, au XVIe siècle, pendant la Renaissance, cette influence du grec ancien s'est intensifiée. Est-ce que vous comprenez bien c'est quoi la Renaissance? La Renaissance, dans le mot Renaissance, on voit le mot naissance. En français, la naissance, c'est the birth. Par exemple, la naissance d'un enfant. Donc là, la renaissance, c'est donc la naissance à nouveau. La Renaissance, c'est un mouvement de l'histoire européenne. Et comme je disais, c'était une période pendant le XVIe siècle. Et ce qui caractérise ce mouvement, c'est une forte inspiration artistique et intellectuelle de l'Antiquité. Donc de l'Antiquité grecque et de l'Antiquité romaine. Les artistes intellectuels et scientifiques de l'époque de la Renaissance s'inspiraient beaucoup de la littérature, de la philosophie, des arts et des sciences de l'Antiquité. La Renaissance a commencé en Italie et progressivement elle s'est répandue dans les autres pays européens comme la France. C'est quoi se répandre? Se répandre, c'est, on va dire, un peu se déplacer. En anglais, on dirait to spread. La Renaissance a commencé en Italie et progressivement elle s'est répandue dans les autres pays européens comme la France. Et donc pendant la Renaissance, les arts et les sciences se sont beaucoup développés, ce qui fait qu'on a besoin de nouveaux mots. On a la nécessité de trouver des nouveaux mots. On a besoin de nouveaux mots. Et oui, on a besoin de nouveaux mots pour nommer des concepts, pour nommer des théorèmes, etc. Et pour créer ces nouveaux mots, on s'est beaucoup inspiré des mots du grec ancien. Oui, parce que bien sûr, pendant la Grèce antique, il y avait beaucoup de grands scientifiques ou philosophes comme Thalès, Pythagore, Socrate, Platon, Aristote, etc. Donc, pendant la période de la Renaissance, on a créé des nouveaux mots en s'inspirant du grec ancien. Il y a plein d'exemples. Architecture, mathématiques, physique, géographie, biologie, chimie, encyclopédie, psychologie, tous ces mots viennent du grec ancien. Et après, il y a aussi des mots comme politique, diplomatie, démocratie, etc. On a aussi tous les mots qui terminent par phile, comme cinéphile ou francophile. Donc phile, ça vient du grec ancien aimer. Et donc un cinéphile, c'est quelqu'un qui aime le cinéma. Ou un francophile, c'est quelqu'un qui aime la culture française. Et le contraire de phile, l'opposé de phile, c'est phobe, comme dans xénophobe ou claustrophobe. Xénos en grec, c'est l'étranger, et phobos, c'est la peur. Donc xénophobe, c'est la peur de l'étranger. Et on a aussi plein de mots qui sont inspirés de la mythologie grecque. Par exemple, le mot narcissisme. Le narcissisme, ça désigne l'amour de soi. Alors, qu'est-ce que c'est ce soi, l'amour de soi? Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Par exemple, on dit moi-même, myself, toi-même, yourself, soi-même, oneself. Donc, c'est ce soi qu'on reconnaît ici, l'amour de soi, the love of oneself, self-love, l'amour de soi. Donc, le narcissisme, ça désigne l'amour de soi. Et quand on parle d'une personne qui est narcissique, c'est généralement péjoratif, c'est généralement négatif, bien sûr. C'est une personne qui a trop d'amour pour soi, trop d'estime pour soi. Et le mot narcissisme vient du personnage de la mythologie grecque, Narcisse. Selon le mythe, Narcisse, c'était un jeune homme qui était
très beau. Et bien sûr, il y a plusieurs versions de ce mythe, mais la version qu'on lit dans les Métamorphoses d'Ovide, c'est une version où, un jour, Narcisse va boire de l'eau dans une source. Et en buvant, il voit son reflet dans l'eau. Et là, il tombe amoureux de sa propre image. Il va alors pour aller embrasser son reflet, mais là, il tombe dans l'eau et il se noie. Alors, je vais expliquer un peu parce que c'est pas évident. Donc, dans les Métamorphoses d'Ovide, il y a une version qui dit que un jour, Narcisse va boire de l'eau dans une source, donc une source d'eau, et en buvant, il voit son reflet dans l'eau. Et là, il tombe amoureux de sa propre image. Donc, c'est comme ça qu'on dit tomber amoureux. Par exemple, je suis tombée amoureuse de quelqu'un. Il est tombé amoureux de quelqu'un, etc. Donc là, il est tombé amoureux de sa propre image. Et donc, il va pour aller embrasser. C'est quoi embrasser? Embrasser quelqu'un, c'est faire un bisou à quelqu'un. Embrasser quelqu'un. Et là, en l'occurrence, il va embrasser quelque chose. Il va pour aller embrasser son reflet. Mais là, il tombe dans l'eau et il se noie. Qu'est-ce que c'est se noyer? Se noyer, c'est donc quand on est dans l'eau, on avale de l'eau, on ne peut plus respirer et on peut mourir en se noyant dans l'eau. Se noyer. Je me noie, tu te noies, il se noie. Et donc Narcisse s'est noyé dans l'eau en voulant embrasser son reflet. Un autre mot qu'on utilise très souvent et qui vient de la mythologie grecque, c'est le mot océan. Par exemple, l'océan Atlantique. Océan. Le mot océan vient du grec okéanos, et Okéanos, c'était un des titans dans la mythologie grecque. Plus précisément, c'était le fils d'Ouranos, qui veut dire le ciel, et de Gaïa, qui veut dire la terre. Donc le ciel et la terre. Et pour finir, vous connaissez probablement les Champs-Élysées à Paris. Eh bien, les Champs-Élysées, c'est également une notion de la mythologie grecque. Les Champs-Élysées, dans la mythologie grecque, c'est un lieu dans les enfers. Alors, les enfers, en général, c'est le contraire du paradis. Mais ici, c'est un peu différent, parce que les Champs-Élysées, c'est un lieu des enfers qui est plus agréable, on va dire. C'est en fait la partie des enfers où vont les héros et les personnes vertueuses. Est-ce que vous comprenez les héros? Parce qu'attention, ça ressemble à l'anglais, mais la prononciation est très différente. On dit un héros pour les hommes et une héroïne pour les femmes. Par exemple, Superman, c'est un héros. Attention, ça s'écrit avec un H. H-E accent aigu, R-O. Et donc les Champs-Élysées, c'est la partie des enfers où vont les héros ou les héroïnes et les personnes vertueuses. Et voilà, aujourd'hui, c'est les Parisiens, les Parisiennes et beaucoup de touristes qui sont aux Champs-Élysées. En réalité, il n'y a pas beaucoup de Parisiens maintenant aux Champs-Élysées parce que c'est très 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 cher. Donc c'est surtout les touristes très riches qui vont aux Champs-Élysées. Donc vous voyez, le grec ancien et la culture grecque ont eu beaucoup d'influence sur la langue française et plus largement sur toutes les langues romanes et aussi sur l'anglais. Parce que bien sûr, une grande partie du vocabulaire en anglais vient du français et donc indirectement du latin, du grec ancien, du gaulois, etc. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode et à l'avenir, j'aimerais peut-être faire un épisode similaire où je parle de l'influence de l'arabe sur la langue française. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser. Et tout de suite, je vous fais une version rapide de l'épisode. Alors, comme je vous disais, je suis rentrée de mon voyage, donc j'étais en voyage pendant plusieurs semaines, j'ai fait Paris-Istanbul sans avion aller-retour, et ça y est, je suis rentrée en France. Je disais donc que c'était une super expérience, j'ai voyagé dans plein d'endroits, rencontré plein de belles personnes, et pour celles et ceux qui veulent voir en détail mon voyage, j'ai mis plusieurs stories à la une sur mon compte Instagram. Vous pouvez trouver le lien dans la description de l'épisode. Et quand j'étais à Athènes, j'ai fait un épisode où je vous ai raconté comment les Grecs avaient colonisé le sud de la France et avaient fondé plusieurs villes autour de la Méditerranée comme Massalia, aujourd'hui Marseille, ou encore Nikéa, aujourd'hui Nice. Et au dernier épisode, on a parlé de l'histoire de la langue française, on a parlé des origines de la langue française, et aujourd'hui on a parlé donc d'un sujet qui regroupe ces deux thématiques. On a parlé de l'influence de la langue grecque sur la langue française.
Je vous donnais quelques exemples de mots qui viennent du grec, symétrie, dialogue, cinéma, aéroport, sympathie, géométrie. Mais donc on a vu pourquoi tous ces mots et beaucoup d'autres viennent du grec. Je précisais que bien sûr quand je dis grec c'est pas tout à fait correct, en réalité c'est grec ancien, parce que c'est important de comprendre qu'il y a deux types de grec, le grec ancien et le grec moderne. Le grec moderne c'est le grec qu'on parle aujourd'hui en Grèce, donc c'est une langue vivante, et à l'inverse le grec ancien c'est une langue morte. Aujourd'hui on parle plus le grec ancien. On parlait donc le grec ancien pendant la Grèce antique. Par exemple, l'Iliade et l'Odyssée de Homère ont été écrits en grec ancien. Et donc, comme je disais, quand on dit que la langue française vient du grec, on parle précisément du grec ancien. On estime aujourd'hui qu'environ 10% de la langue française vient du grec ancien. Je vous avais expliqué la dernière fois ce que voulait dire le mot étymologie. Donc, pour rappel, c'est l'origine des mots. Et donc, on a vu, par exemple, l'étymologie du mot philosophie. Le mot philosophie vient du grec ancien philosophia, donc phileo ça veut dire aimer et sophia ça veut dire la sagesse. Donc philosophia ou philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Mais alors donc on a expliqué un peu d'où venait cette influence du grec ancien sur le français. Déjà comme je vous disais, autour de la Méditerranée, les villes de Marseille, Nice, Monaco et beaucoup d'autres ont été fondées par les Grecs, et donc comme vous pouvez imaginer, les Grecs ont eu beaucoup d'influence sur ces territoires. Il y a une autre raison, la dernière fois on a vu comment la Gaule a été envahie par les Romains, eh bien les Grecs ont aussi été envahis par les Romains. Il y a une longue période de domination des Romains en Grèce. Pendant cette longue occupation, les deux cultures se sont beaucoup influencées mutuellement. C'est pour ça qu'on parle de la culture gréco-romaine. Et les langues se sont également beaucoup influencées mutuellement. Le latin a emprunté beaucoup de mots du grec ancien, et donc le grec a influencé le latin, et le français vient du latin, comme on a vu la semaine dernière, donc indirectement, le français vient un peu du grec aussi. Et plus tard, au XVIe siècle, pendant la Renaissance, cette influence du grec ancien s'est intensifiée. Je vous ai expliqué un petit peu c'était quoi la Renaissance, donc dans le mot Renaissance on reconnaît le mot naissance, donc ça veut dire naître à nouveau en quelque sorte, et donc la Renaissance est un mouvement de l'histoire européenne, comme je disais c'est une période pendant le XVIe siècle, et ce qui caractérise ce mouvement, c'est une forte inspiration artistique et intellectuelle de l'Antiquité, donc de l'Antiquité grecque et de l'Antiquité romaine. Les artistes intellectuels et scientifiques de l'époque de la Renaissance, ils s'inspiraient beaucoup de la littérature, de la philosophie, des arts et des sciences de l'Antiquité. La Renaissance, elle a commencé en Italie et progressivement elle s'est répandue dans les autres pays européens comme la France. Et donc pendant la Renaissance, les arts et les sciences se sont beaucoup développés, ce qui fait qu'on avait besoin de nouveaux mots. Et oui, on avait besoin de nouveaux mots pour nommer des concepts, des théorèmes, etc. Et pour créer ces nouveaux mots, on s'est beaucoup inspiré des mots du grec ancien. Oui, parce que pendant la Grèce antique, il y avait beaucoup de grands scientifiques ou philosophes comme Thalès, Pythagore, Socrate, Platon, Aristote, etc. Peut-être que ça vous donne aussi des souvenirs de l'école ou des cauchemars, je sais pas. Moi, en tout cas, à l'école, j'étais dans une section scientifique, donc j'ai beaucoup entendu les mots de Thalès, Pythagore, etc. Bref, ça c'était pour la petite parenthèse. Et donc, pendant la période de la Renaissance, on a créé des nouveaux mots en s'inspirant du grec ancien. Il y a plein d'exemples, architecture, mathématiques, physique, géographie, biologie, chimie, encyclopédie, psychologie, etc. Tous ces mots donc viennent du grec ancien. Et après, il y a aussi des mots comme politique, diplomatie, démocratie, et on a tous les mots qui terminent par phile, comme cinéphile ou francophile. Je vous expliquais que phile, ça vient du grec ancien aimer, donc un cinéphile, c'est quelqu'un qui aime le cinéma. Et le contraire de phile, c'est phobe, comme dans xénophobe ou claustrophobe. Xénos, c'est l'étranger, et phobos, en grec on dit plutôt phobos, c'est la peur. Donc xénophobe, c'est la peur de l'étranger. On a aussi plein de mots qui sont inspirés de la mythologie grecque. Par exemple, le mot narcissisme. Le narcissisme, ça désigne donc l'amour de soi. Et quand on parle d'une personne qui est narcissique, c'est généralement péjoratif, négatif. C'est une personne qui a trop d'amour pour soi, trop d'estime pour soi. Et le mot narcissisme vient du personnage de la mythologie grecque, Narcisse. Selon le mythe, Narcisse était un jeune homme qui était très beau. Et il y a plusieurs versions de ce mythe, mais la version qu'on lit dans les Métamorphoses d'Ovide, c'est une version où un jour Narcisse va boire de l'eau dans une source, et en buvant, il voit son reflet dans l'eau. Et là, il tombe amoureux de sa propre image. Il va pour aller embrasser son reflet, mais là, il tombe dans l'eau et il se noie. Un autre mot qu'on utilise très souvent et qui vient également de la mythologie grecque, c'est le mot océan. Le mot océan vient du grec okéanos, et okéanos c'était un des titans dans la mythologie grecque. Plus précisément, c'était le fils d'Ouranos, qui veut dire le ciel, et de Gaïa, qui veut dire la terre.
Et on a fini avec les Champs-Élysées à Paris, que vous connaissez probablement. Eh bien, les Champs-Élysées, c'est également une notion de la mythologie grecque. Les Champs-Élysées dans la mythologie grecque, c'est un lieu dans les enfers. Mais c'est un lieu des enfers qui est plus agréable. C'est en fait la partie des enfers où vont les héros ou les héroïnes et les personnes vertueuses. Comme je vous disais, aujourd'hui, c'est les Parisiens et beaucoup de touristes qui sont aux Champs-Élysées, mais en réalité, les Parisiennes et les Parisiens ne vont plus trop aux Champs-Élysées parce que c'est beaucoup trop cher. Maintenant, il n'y a que des magasins de luxe et il n'y a que des touristes très très riches. Voilà. Comme je disais, vous voyez bien, le grec ancien et la culture grecque ont eu beaucoup d'influence sur la langue française et plus largement sur toutes les langues romanes et aussi sur l'anglais. Parce que bien sûr, une grande partie du vocabulaire en anglais vient du français et donc indirectement du latin, du grec ancien, du gaulois, etc. Voilà, j'espère que ça vous intéressait, que vous avez appris pas mal de choses sur la langue française et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!